Nous allons continuer cette session, ce workshop. On a la chance d'avoir avec nous Charlotte Ballet qui va commencer la session. Donc Charlotte Ballet, elle est audioprothésiste et membre du collège. Elle est même la vice-présidente. Elle a un master en audiologie, trouble du langage. Et donc Charlotte, je te laisse le micro. On aura des questions donc à la fin de chaque intervention. Souvenez-vous, toujours pareil via l'application. Et puis, si c'est plus agréable pour la salle, on peut éventuellement, vu la taille de cette salle, faire directement la voix si vous préférez. Voilà. À tout de suite. Hop, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour l'invitation. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, ça ne s'affiche pas. En tous les cas, avant de commencer, et ça pourra surprendre certains étudiants ou anciens étudiants, je vais vous inviter à garder le téléphone à portée de main pour faire de cette présentation quelque chose d'assez interactif et que l'on réfléchisse ensemble à la problématique du choix de la forme d'appareillage, couplage acoustique, en tous les cas, contour, RIC, intra, open fit. Et donc, afin que vous soyez tous prêts pour la suite, je vous invite à scanner ce QR code. Pour l'instant, il n'y aura rien qui va s'afficher, mais vous serez sur la bonne page web. Donc voilà mes liens d'intérêt. Je suis audioprothésiste en Dordogne auprès de Solutions et j'ai également un cabinet à Sainte-Foy-la-Grande. Donc, si on reprend l'article L4361.1 du Code de la santé publique, la responsabilité de l'audioprothésiste comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillée. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le premier item, à savoir le choix. Mais finalement, quel choix avons-nous? Alors, si on regarde dans l'arrêté de novembre 2018, on nous cite un choix parmi 3 formes d'appareillage, à savoir le contour d'oreille, micro-écouteur derrière l'oreille, le contour à écouteur déporté où l'écouteur se situe dans le conduit, le micro se trouve toujours derrière le pavillon, et l'intra-auriculaire où micro et écouteur sont dans le conduit. Pour la session d'aujourd'hui, moi j'interviendrai uniquement sur la conduction aérienne et si je ne me trompe, demain matin 9h20 dans cette salle, vous aurez les spécificités sur la conduction osseuse auxquelles vous êtes les bienvenus d'assister. On a un choix parmi 3 à aujourd'hui, mais finalement, depuis quand avons-nous ce choix-là? On n'a pas toujours eu le choix parmi 3 et d'après vous, depuis quand on a ce choix-là? Voilà. C'est un petit quiz, ça n'engage pas, je vous laisse vous lancer. On a déjà une quarantaine de réponses. Je déroule. Du coup, majoritairement, on a la bonne réponse, c'est depuis 2003 que l'on a cette possibilité. Si on reprend rapidement l'historique, 1952, premier contour d'oreille, 1975, première intra-auriculaire, 2003, premier RIC avec l'arrivée du Sebotec. À ce moment-là, on délivre 85% de contour, 15% d'intra. Et en préparant cette présentation, je me suis rendu compte qu'on avait quand même un cycle de 25-30 ans qui fait que, ma foi, qu'est-ce qui va arriver autour de 2028-2030? À voir. Si on regarde encore nos pratiques, finalement, de 2017 à 2024, la proportion d'intra délivrés, on est d'accord, c'est des proportions, mais reste stable, tandis que les RIC passent de 63 à 83%, au détriment des contours qui passent de 28 à 10% parmi les aides auditives délivrées. Ça fait quand même réfléchir sur nos pratiques actuelles. Quelque chose qui, finalement, il y a 25 ans, n'existait pas et qui, aujourd'hui, occupe 83% des appareils que l'on délivre. Alors, le choix et les avantages et les inconvénients, je pense qu'on a quand même pas mal tous en tête les choses. Je vais passer rapidement là-dessus.
Les contours d'oreille, souvent, ils nous intéressent pour leur puissance, ou notamment quand on a besoin d'équiper des surdités profondes et donc pour les contours surpuissants. On les connaît aussi pour leur robustesse, fiabilité. C'est assez facile à comprendre, hein. Les transducteurs sont à l'extérieur du conduit, donc il y a beaucoup moins d'exposition. Encore que, hein, pour les gens qui travaillent en extérieur ou exposés à la pluie ou à une sudation importante, on pourra avoir la remarque inverse. Ils sont plus gros, du coup, ce qui en fait des appareils moins esthétiques, certes, mais plus faciles à manipuler. Et ça nous donnera une solution adaptée à tous les conduits auditifs, même très étroits. Dans les inconvénients, je vous l'indiquais à l'instant, moins esthétique, et ça peut générer aussi un inconfort s'il y a le port de lunettes associé. En ce qui concerne les contours à écouteurs déportés, ou RIC, l'ensemble des patients et même des audioprothésistes s'accordent sur leur esthétique, la polyvalence, puisqu'on peut quand même avoir des surdités légères aux surdités sévères. Ils sont en général décrits comme confortables, surtout s'ils sont associés à des DOM. Le SAV est quand même grandement facilité, la pièce la plus exposée aux pannes étant l'écouteur et à remplacement immédiat. On a quand même un service patient qui est appréciable. Par contre, qui dit écouteur dans le conduit, il est exposé pleinement, aux contraintes générées par le conduit auditif lui-même, une rétention qui est parfois délicate, et l'inconvénient de son avantage, la petite section de l'écouteur, du fil de l'écouteur, fait que parfois les patients lui tordent le cou et finalement fragilisent le câble écouteur. L'intra-auriculaire. Alors, dans l'idée reçue, un patient qui arrive avec une demande d'un appareil discret, il vous demande l'appareil, je veux celui tout à l'intérieur de l'oreille. Donc, ça reste une idée reçue encore à aujourd'hui. Moi, je l'ai mis comme ça sur ma diapo, mais j'apporterai quand même un bémol. Moi, je pense que vous me rejoindrez là-dessus, hein. On a quand même des conduits où quand on met un intra-auriculaire à l'entrée du conduit, parce que le conduit ne permet pas une insertion très profonde, mais moi, ça me paraît parfois moins élégant que le mini-contour. En tous les cas, la position des micros permet une localisation qui s'appuie sur les circonvolutions du pavillon, et ça reste une solution si on a une malformation, voire une absence de pavillon. Derrière, même chose, plus on met de composants électroniques dans l'oreille, dans le conduit auditif, on subit les sécrétions de l'oreille, donc un entretien plus minutieux, un appareil de plus petite taille, du coup qui nécessite une bonne dextérité et qui, de facto, ne va pas convenir à tous les conduits puisqu'on a la taille incompressible des transducteurs que l'on doit y positionner. S'ajoute à cela une autophonation qui est plus présente. Alors moi, je voulais qu'on réfléchisse ensemble sur ce qui va pouvoir dicter votre choix prothétique. Alors là, de nouveau, je vous invite à prendre vos téléphones portables. Une réponse, un mot, mais vous pouvez écrire plusieurs mots. Ça va nous créer un nuage de points. Et si le même mot revient plusieurs fois dans la salle, en fait, ce mot sera plus visible. Donc n'hésitez pas à mettre pendant quelques secondes les choses qui vous viennent. Vous êtes face à un patient, qu'est-ce qui va vous guider pour vous orienter vers contour, RIC ou intra? Toutes les idées sont... Donc vu qu'il y a un petit peu plus de travail, je vous laisse quelques secondes pour ce faire. Allez, je nous donne encore 15 secondes. Voilà, je ne vois pas vos réponses, hein. On va les découvrir ensemble. Ça donne ça. C'est très joli. Voilà. Donc effectivement, comme élément majoritaire qui s'affiche si on rassemble nos réflexions ensemble, perte auditive, manipulation, dextérité, et effectivement suivi de près par cérumen, perte d'audition qui reviennent, mais du coup qui n'ont pas été mis exactement de la même manière, donc qui ne sont pas concaténés avec la perte auditive au centre, l'esthétique, l'efficacité, et puis d'autres remarques tout aussi justes en périphérie, mais sudation, attente du patient, etc.
ne sachant pas quelles allaient être vos contributions, je vous avais mis les miennes, mais sans degré de priorité. Donc voilà, en vrac, la forme du conduit, la forme du pavillon, les souhaits du patient, les priorités du patient, son audiométrie bien évidemment, son âge, la présence ou non d'acouphènes, les attentes en termes de discrétion, son autonomie vis-à-vis des manipulations, la présence de lunettes, etc. Et du coup, j'ai voulu vous rappeler ou repartager ensemble de l'importance du premier rendez-vous. Les termes qui me venaient en préparant cette présentation, c'était relever, observer, questionner, évaluer, mesurer. Alors relever l'âge, relever le lieu de résidence du patient. Alors j'ai une activité dans un milieu rural où les patients font parfois quand même quelques kilomètres pour rejoindre le cabinet. Et quand il est question de faire 50 kilomètres pour faire un entretien qui dure quelques minutes, parfois, pour des choses simples, c'est vrai que ça peut en lasser certains. Donc moi, l'adresse va conditionner aussi l'orientation sur le choix de l'appareillage. Observer la dextérité du patient, ses capacités globales, sa vue avant même qu'on puisse le questionner sur ses habitudes de vie, sur ses attentes, sur ses souhaits. Entendre déjà ses souhaits. On envisagera ensuite si tout est si tout est cohérent entre ses attentes et les possibilités de l'appareillage. Évaluer son autonomie, évaluer d'éventuels troubles cognitifs et enfin mesurer les mesures audiométriques, la prise d'empreintes. Alors j'ai essayé de faire une grille de décision rapide qui continue de ne pas encore me satisfaire malgré quelques retouches parce qu'en fait, au final, j'ai plus le sentiment d'avoir un entonnoir quand on choisit l'appareillage, un entonnoir qui nous ramène ou qui nous concentre vers une solution ou finalement une balance où il y a des choses qui pèsent très lourd et qui finalement feraient que on ne peut pas pencher pour autre chose et d'autres petits éléments qui pèseront un peu moins lourd mais qui tous cumulés vont quand même pouvoir nous guider vers une solution ou vers une autre. La première, et on est tous d'accord vu les réponses que vous avez données, c'est le degré de perte d'audition. Surdité profonde, on part sur un contour surpuissant. Ce ne sont que les surdités de degré moindre qui nous permettront d'accéder à un RIC ou un intra. Ensuite, c'est sûr que si le conduit est petit en longueur, petit en diamètre, une courbure importante ou une production très importante, voire une pilosité très importante, on aura aussi des incompatibilités évidentes. S'il n'y a pas la place de mettre des composants électroniques, typiquement, ça nous exclut aussi l'intra, voire même le RIC. Et dextérité et vision du patient sont aussi pour moi des éléments déterminants pour s'orienter vers une forme ou l'autre d'appareillage. Forme de l'aide auditive, est-ce vraiment le seul choix à faire lors de notre premier rendez-vous? Bien évidemment que non. Et j'en passe, le choix du modèle, le choix de la classe, rechargeable, etc. Bon, il nous faudrait plus qu'une demi-heure. Donc, je me suis restreinte à aborder ensuite les avantages inconvénients sur cette diapositive des embouts sur mesure versus OpenFit. Mais on est sur quelque chose de croisé. Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre en général et vice-versa. Qui dit embout sur mesure dit quand même une bonne tenue, une aération maîtrisée, quelque chose de personnalisé et qui va s'adapter au conduit particulier. Parfois, souvent, d'un confort moindre versus un DOM. Et on a un délai de fabrication, ce qui fait que si le patient, sauf pour ceux qui ont la chance d'avoir leur labo d'embout sur place, mais ceux qui casse l'embout, par exemple, ou si on a besoin de faire une modification, on est soumis au délai d'une nouvelle réalisation. L'OpenFit, sur un DOM, plus confortable notamment de par l'aération. L'entretien est facilité puisqu'on peut le remplacer immédiatement. C'est évolutif puisqu'on peut changer la forme et aération en fonction des besoins, mais on est limité en puissance eu égard aux fuites acoustiques. Et il faut quand même garder en tête qu'on a un positionnement imprécis par le patient, imprécis dans la journée suite au mouvement du patient, une aération qui de facto est aussi imprécise et on reste sur quelque chose de standard. Et je tenais vraiment à vous faire participer. Donc là, je vous ai préparé 3 cas interactifs pour qu'on réfléchisse ensemble. Alors, c'est un bilan
très succinct, mais vous allez voir après pourquoi on peut s'en contenter. En tous les cas, une enseignante, 38 ans, père de Tive légère, qui arrive pour un premier appareillage, qui accepte difficilement sa perte d'audition et qui, de par son activité, a des souhaits évidents de discrétion. Du coup, qui dit salle de classe dit quand même environnement un petit peu bruyant. La question que j'avais envie de vous poser, c'est sur une audiométrie comme celle-ci. Là encore, je suis bien d'accord que le bilan d'orientation est très largement partiel, mais est-ce que dans votre pratique, pour ce profil audiométrique, vous réalisez une prise d'empreinte? Jamais. Ma foi, les graphes sont bien conservés et on risque pas de s'orienter là-dessus. Parfois, ou oui, systématiquement. Je vais attendre qu'il y ait une quarantaine de votes. Oh ben, même plus. Voilà. Bon, la majorité va pour parfois. Effectivement, je fais partie de cette catégorie-là. Parfois, on va dire souvent. J'aurais peut-être dû rajouter cette option. Pas systématiquement, mais les fois où je la fais pas, je me dis à flûte, t'aurais pas dû te priver de cette solution-là. Du coup, je vous montre trois conduits pour lesquels là j'ai le conduit auditif qui est trop court pour permettre d'accueillir un écouteur, et je parle même pas d'un embout sur mesure englobant l'écouteur. Hop, cette oreille qui là, la longueur pourrait convenir, mais c'est sa taille qui ne nous permet pas, on va le voir juste après. On a carrément l'écouteur qui ne passe pas le coude, en tous les cas qui pousserait les tissus au niveau du coude si on l'insérait. Et enfin, la patiente pour laquelle je vous ai présenté l'audiométrie, où, attendez, hop, un peu vexée. Pour cette patiente, pour moi, ça me paraissait être un conduit suffisamment large, suffisamment long. Donc, avant l'adaptation, j'avais pas fait de prise d'empreinte. Sauf que le jour de l'adaptation, j'ai pas pu l'adapter parce qu'en fait, avec son conduit à angle droit, comme on le voit là, littéralement, l'embout ressortait par ressort de son oreille. C'est-à-dire que j'étais incapable de lui faire tenir son embout dans l'oreille. Donc là, je voulais juste, guider ou amener une réflexion sur notre pratique courante, sur effectivement, dans certains cas, la prise d'empreinte pourrait nous guider sur le choix d'appareillage ou en tous les cas pourrait nous guider sur des choses qui sont possibles ou pas, même si spontanément on aurait dit que oui. La question du renouvellement, parce que finalement, un patient qui renouvelle, il est déjà habitué à une forme d'appareillage, et là, je voulais qu'on se questionne sur, quand on renouvelle, est-ce qu'on renouvelle à l'identique, avec la même forme et presque quoi qu'il advienne? Est-ce qu'on privilégie finalement le poids de l'habitude, de la manipulation des choses qui sont déjà acquises par le patient? Et souvent, si on est au renouvellement, on a déjà quelques années de plus pour le patient. Donc si on change de forme d'appareillage, il va falloir avoir toute la nouvelle acquisition de la manipulation versus le résultat que l'on vise. Là, dans le cas de cette patiente, c'est une patiente qui avait déjà beaucoup tardé lors de son premier appareillage et pour des questions de discrétion, d'acceptation de l'appareillage, et avec les courbes les plus claires et les plus hautes au départ, quand elle est venue me voir, c'était intra sinon rien. Personne qui vraiment est très attentive à son aspect esthétique malgré ses 80 ans, enfin vraiment toute mimi, mais vraiment l'intra sinon rien. Et donc la question que je vous pose, c'est son audition a évolué, on est quelques années plus tard, notamment avec une dégradation de l'oreille droite, sans que l'imagerie n'ait reflété d'inquiétude particulière, mais on a une évolution des deux côtés. Et en pareille situation, qu'est-ce qu'on fait pour le renouvellement? Est-ce qu'on part sur un intra? Finalement, on s'appuie ou on reste sur les acquis de la patiente? Est-ce qu'on propose un RIC? Est-ce qu'on propose un contour? D'après vous, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, ça discute, du coup, je pense que tout le monde n'est pas d'accord. Allez, donc vous êtes quand même un bon 30% ou au moins un quart, en tous les cas, à dire on garde le poids de l'habitude. Et vous avez bien entendu qu'il y avait une problématique de discrétion chez cette patiente.
et quand même la moitié d'entre nous qui s'orienterait vers un RIC. C'est effectivement la proposition que j'ai faite à cette patiente, mais le fruit de, comment dire, on a commencé à aborder le renouvellement il y a 1 an, et c'est à l'issue de plusieurs rendez-vous, quand c'était le moment où elle a eu un intra-auriculaire qui a moins bien fonctionné, mais on avait commencé il y a quand même quelques temps, quelques mois en arrière, la guidance vers cette nouvelle solution. Ça se passe bien pour l'instant. Un dernier cas, et là, pour attirer un petit peu votre curiosité, on est sur une patiente, 55 ans, qui vit en établissement spécialisé du fait d'un déficit intellectuel, porte des lunettes, une compréhension des consignes limitée, faible autonomie en général, et déjà appareillée, je ne vous dis pas comment, en tous les cas, on aborde le renouvellement des aides auditives. Et le renouvellement s'est fait en intra-auriculaire. Mais finalement, qu'est-ce qui vous manque dans les informations que je vous donne pour pouvoir deviner ou comprendre pourquoi on s'est orienté vers un intra-auriculaire? Donc là, texte libre, de nouveau, je vous mets pas mal à contribution. Donc là, on a les réponses qui s'affichent au fur et à mesure. L'anatomie, la possibilité d'un intra rechargeable, pas de pavillon, petit lobe, surdité mixte, voilà. Bon. Alors, dans le cas de cette patiente, en fait, elle a un pavillon, mais un pavillon avec un cartilage très rigide et recroquevillé sur lui-même, donc très très peu de vallée finalement à ce niveau-là. Et initialement, elle était en contour d'oreille, sauf que au début, ça n'a pas été le cas trop rapidement. Alors, je ne sais plus s'il y a eu un changement de lunettes entre-temps, mais très rapidement, on avait les contours qui passaient leur vie à être en dehors du pavillon. Donc, c'est pas tant d'un point de vue prothétique, c'est que j'avais le pavillon qui ne retenait pas l'oreille. Du coup, on a fait un montage où c'est un tube équerre qui assurait le maintien du tube et donc du contour. Donc finalement, le pavillon ne servait plus au maintien ou quasiment pas, mais non sans complexité, puisque du coup ça rajoute, si on met un tube équerre, il faut encore rajouter un bout de tube, puis plus on rajoute de choses, plus on se rajoute des endroits où ça peut se désolidariser. Donc là, je vous ai mis... Effectivement, on n'est pas sur un intra choisi pour discrétion, mais par contre sur une problématique de pavillon qui va nous orienter, pile 13, fond de conque, et la patiente est vraiment ravie et arrive même à le manipuler elle-même de par du coup la taille de l'appareil. Donc c'est pas un cas fréquent, mais c'est quand des fois on sort un peu des sentiers battus et de l'idée qu'on n'aurait pas au départ. Ma première dia, j'avais écrit « Comment convaincre un patient du bon choix ?» Je me suis dit que finalement, ça ne me plaisait pas. C'était plutôt finalement comment guider le patient vers le bon choix. Parce qu'effectivement, notre rôle d'ostéoprothésiste, c'est de faire le choix prothétique. Mais derrière, si on n'a pas l'adhésion du patient, on n'aura rien comme résultat. Moi, je dis parfois, un appareil, pour qu'il soit porté, il faut qu'il donne envie d'être porté. Donc, derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut céder à tous les desiderata des patients, mais derrière, il faut, par l'explication, par des fois la démonstration, pouvoir guider le patient pour recueillir son adhésion. Il faut qu'il soit aussi convaincu que vous, que nous, que le choix que l'on fait, on le fait ensemble. Le choix, il est guidé par nous, mais il faut que le patient n'ait pas l'impression de subir notre choix, de mon point de vue. Donc, pour finir, le bon équilibre, c'est finalement un équilibre entre acoustique, esthétique et adhésion du patient. Ma petite grille d'indication, c'est un repère, mais c'est loin d'être suffisant. Restons à l'écoute des évolutions techniques, mais surtout remettons-nous en question au quotidien. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible. Eh bien, on n'a eu strictement aucune question, donc tu as été extrêmement clair, semble-t-il. Est-ce que, toutefois, vous voulez qu'on se prenne quelques instants avant de passer à la communication qui suit pour des questions, des échanges, simplement? Oui. Oui, c'est juste sur votre grille de décision. Effectivement, c'est un sujet que vous avez abordé tout le long après. Et dans votre grille de décision, vous avez noté le patient privilégie la performance. Donc, juste après, est-ce que c'est une perte de type légère et de
patient privilégie la discrétion. Ce que vous avez abordé, c'est est-ce que voilà, je suis à l'écoute du patient aussi, mais le choix, c'est aussi le nous, effectivement, dans votre grille, il faudrait rajouter / audioprothésiste. C'est toute la difficulté de notre métier, c'est est-ce qu'on va privilégier l'écoute du patient ou au contraire, des fois, il faut aussi savoir s'imposer. Alors, s'imposer, ça peut passer aussi par des essais comparatifs pour dire, OK, je vais dans votre sens, on va essayer, mais peut-être rajouter cet élément de Merci beaucoup. Mais en fait, je vous rejoins tout à fait. En fait, moi, je suis convaincue, dans ma pratique quotidienne, je suis très guidante pour le choix. Mais en fait, j'essaye d'être guidante sans imposer le choix. Et effectivement, la suite, c'est être attentif à la demande, parce que derrière, si quelqu'un arrive avec une demande de discrétion et que vous lui mettez quelque chose d'énorme, derrière, il va dire, mais il m'a pas écouté, celui-là. Mais inversement, c'est des fois prendre des détours, l'entendre, mais pour revenir à ce que nous, on avait en tête au départ. Donc, je pense qu'on dit la même chose, effectivement, mais merci. Eh bien, merci. Non, moi, je rejoins l'avis de tout le monde. Hein. Finalement, on retrouve bien dans la communication de Charlotte, bon, déjà sa simplicité, son intégrité. C'était pas un sujet simple. Hein. Je sais qu'on en a discuté parce qu'il y a finalement pas de consensus. Est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais choix ? Je suis pas sûr. En tout cas, en tant qu'audioprothésiste et scientifique, je pense qu'on se doit par contre de s'appuyer sur des pratiques théoriques. Et donc vraiment, moi j'aime confronter ma pratique qui finalement est juste dans ma cabine, elle est juste pour moi, mais elle est peut-être pas tout simplement la meilleure. Et peut-être je confronte ma pratique donc aux études scientifiques sur le sujet. Il y en a un certain nombre. C'est très intéressant de faire ça parce que ça vient un petit peu confronter nos habitudes, nous challenger et des fois faire en sorte qu'on devient meilleur. Donc en tout cas, moi j'ai envie de croire que rien n'est exact, tout est aléatoire et donc il faut mettre de la rigueur, mais il ne faut pas avoir des idées préconçues, sinon finalement on fait moins bien son travail d'audioprothésiste. On va passer donc maintenant à la dernière communication, celle de Stéphane Garnier, qui a priori est aussi grandement attendu. Stéphane est membre, il est audioprothésiste, membre du Collège national. Il a également un doctorat en sciences et il est formateur et créateur même de Next Step Academy. Tu vas nous parler donc de NAL-NL3. On est très impatients. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On ne savait pas trop si on allait avoir du monde dans les workshops. Ben là, on est content. Hein, j'espère que de l'autre côté, ils ne sont pas mécontents d'avoir moins de monde, mais bon, c'est le jeu. Hein, voilà. On fera les comptes à la fin, on verra qui a gagné. Voilà, donc le NAL-NL3, c'est... alors, moi, je ne suis pas concepteur, je ne suis pas promoteur, je ne vais pas forcément vous dire, un petit peu quand même, ce que je pense réellement de cette méthode. On en parlera plutôt à la fin de mon exposé. Et j'attends de vous que vous participiez à la discussion en question sur la base de ce que je vous aurai montré. Là, dans un premier temps, je vais simplement vous présenter toutes les informations que j'ai réussi à glaner sur cette méthode NAL-NL3, qui est encore assez secrète, entre guillemets, hein. À l'heure actuelle, elle est entre les mains des fabricants pour que les fabricants l'intègrent à leur logiciel, soit les fabricants d'audioprothèses pour l'intégrer comme nouveau pré-réglage des audioprothèses, soit dans les logiciels d'in vivo, par exemple, pour intégrer comme étant une cible de réglage in vivo. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment accès réellement à cette méthode. C'est vraiment une histoire de semaines avant que vous retrouviez ça dans vos logiciels. Et donc, j'ai glané un maximum d'informations pour au moins pouvoir vous dire la manière générale dont va fonctionner cette méthode. Alors, leur slogan, au NAL, hein, puisque, voilà, en tout cas, une méthode de pré-réglage, ça se commercialise, hein, donc il y a un aspect assez financier derrière. Hein. Et donc, le NAL, lorsqu'ils nous présentent cette méthode, ils nous disent « ce n'est pas une évolution, c'est une révolution ». Hein. Vous verrez que, alors, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Moi, je vais plutôt vous dire le contraire. Hein. Je vais vous dire, c'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais dit que je donnerais pas mon avis, et je commence par ça. Bon, désolé, on se refait pas. Hein. Mais voilà, donc je vais quand même vous présenter les choses de manière les plus objectives possible.
Moi, globalement, hein, le NAL, c'est un organisme et une manière de fonctionner qui me plaît beaucoup. J'ai failli faire un postdoctorat hein, en Australie chez Harvey Dillon après ma thèse. Donc j'avais de bonnes relations et j'ai gardé un certain nombre de contacts là-bas qui m'ont permis de glaner certaines des informations que je vais vous donner. Mais ils ont certains des principaux défauts des méthodes NAL antérieures ont été malheureusement reproduites hein, dans la méthode NAL-NL3. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. J'ai donc, comme on l'a dit, hein, j'ai un lien d'intérêt. Hein, c'est Next Step Academy. Hein, certains d'entre vous me connaissent. Alors pourquoi NAL-NL3 ? Si on pose la question, je posais la question à un ou deux de mes contacts là-bas, et on peut trouver certaines choses sur Internet déjà hein, sur cette méthode NAL-NL3. Si on leur pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis en œuvre cette nouvelle méthode par rapport à NAL-NL2, bah, les réponses, elles sont assez évidentes, elles sont assez logiques. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on en parle. Premièrement, NAL-NL2, ça ne va pas nous rajeunir. Pour ceux qui étaient déjà là dans la profession quand elle est arrivée, NAL-NL2, elle date d'il y a 15 ans. Hein. C'était la fin des années 2000, hein, vers 2010 à peu près. Je crois que c'est 2009, NAL-NL2, mais je ne suis pas sûr. NAL-NL2 était une forme de réponse à la DSL V5. Hein. Avant ça, on avait la NAL-NL1, qui était une méthodologie qui était très orientée vers la perception de la parole et uniquement la perception de la parole dans le calme, avec une coupure des aigus, avec une restauration de la sonie, et en particulier dans les hautes fréquences, qui n'était pas très bonne, hein, puisqu'on se focalisait énormément sur la perception de la parole. DSL V5 adulte, qui est la première version adulte du DSL, est arrivé avec une méthode qui prenait le contre-pied par rapport à cette méthodologie NAL-NL1 qui privilégiait la perception de la parole. Et cette DSL allait plus vers la perception universelle. Hein. On amplifie toutes les fréquences qui sont amplifiables chez ce patient-là, sans forcément se soucier de la parole plutôt que du reste du type de son. Et donc, DSL a pris des parts de marché, entre guillemets, dans le monde de la prescription de gains. Et le NAL avait à ce moment-là répondu quelques années plus tard en sortant le NAL-NL2, qui était une évolution du NAL-NL1, en enlevant la pondération purement vocale. Hein, et c'est là qu'on se rend compte que le NAL-NL2, en fait, en réalité, ressemble un petit peu, au moins dans le principe général, au DSL, plus qu'au NAL-NL1, finalement. Donc, tout ça pour dire que le NAL-NL2, ça a 15 ans, il était peut-être temps hein, qu'ils remettent un petit peu ça sur la paillasse, même si ce n'est pas forcément une méthode. Pour ceux qui aiment travailler avec une méthode de pré-réglage, il ne faut pas avoir de jugement par rapport à ça. Le tout, c'est de bien travailler avec une méthode de pré-réglage si on le fait. On ne va pas avoir de jugement par rapport à ça, mais ceux qui utilisent cette méthode-là n'étaient pas forcément en attente d'une nouvelle version. Et il y a certains aspects dans ce que je vais vous montrer là concernant NAL-NL3 qui pourraient potentiellement être jugés par certains d'entre vous, certainement, comme étant une régression par rapport à ce qui était proposé par NAL-NL2, en particulier dans les hautes fréquences. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils ont refait NAL-NL3, une nouvelle méthode NAL-NL3 aussi? Parce qu'ils jugent avoir à leur disposition un certain nombre de possibilités techniques qui n'étaient pas vraies il y a une quinzaine d'années, et en particulier l'utilisation du machine learning et du big data. En gros, pour être schématique, pour créer la méthodologie NAL, la toute première, hein, ils avaient utilisé environ 1000 patients, 1000 audiogrammes, 1000 réglages pour faire leurs statistiques. Avec le NAL-NL1, ils étaient dans les 10 000. Avec le NAL-NL2, ils étaient à peu près dans les 10 000. Et là, pour le NAL-NL3, ils prétendent, et on a toutes les raisons de les croire, hein, parce qu'en Australie, le marché est structuré de telle manière à ce qu'ils ont un accès aux données qui est très facile, puisque les appareillages se font à l'hôpital, donc ils ont des milliers, des milliers et des milliers de patients chaque année, des dizaines de milliers même. Et donc là, ils prétendent que le NAL-NL3 a été conçu sur la base de l'appareillage de millions de personnes. D'accord ? Troisième
troisième constat qu'ils ont fait, il était temps, vous me direz, hein, que c'est pour que certains types d'audiogrammes, le NALNL2 ne donnait pas une satisfaction totale. Certains d'entre vous ont dans la tête, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un jugement, on ne va pas forcément juger. En tout cas, cette méthodologie, elle est jugée comme étant satisfaisante dans une immense majorité par leurs auteurs, hein, et par les gens qui l'utilisent également. C'est la méthode largement la plus utilisée au monde, hein, la NALNL2. Hein. Elle est jugée comme étant efficace dans une immense majorité des cas, mais pas forcément dans tous les cas. Et ils ont identifié, vous verrez, des cas de figure où la NALNL2 elle-même aurait pu être améliorée. Accessoirement, la NALNL2, elle avait été optimisée pour des aides auditives de génération N-10. Alors j'ai un peu exagéré en disant N-10, parce que c'était il y a 15 ans, on n'est pas à N-10, mais on est au moins à N-5, voire à N-8, 10 chez certains fabricants. Hein. Le nombre de canaux fréquentiels n'était pas les mêmes, les systèmes adaptatifs n'étaient pas les mêmes. Rien n'était identique en fait dans les technologies il y a 15 ans par rapport à aujourd'hui, si ce n'est que ça consistait à mettre du gain à un patient. Hein. Et NALNL2, et c'est là qu'on va avoir le principal changement dans le NALNL3, c'est que le NALNL2 est une méthode universelle. Vous saisissez un audiogramme, que ce soit quelqu'un de 22 ans, de 52 ans ou de 82 ans, qu'il ait tel ou tel type de seuil d'inconfort, qu'il soit étudiant, retraité depuis 15 ans, que sa passion, ça soit la musique, que ce soit la chasse ou que ce soit le tir à l'arc, le réglage sera strictement le même dans ces trois cas de figure. Hein. Et c'est peut-être ça qu'on pouvait principalement reprocher, et c'est d'ailleurs un reproche qu'on peut faire à l'essentiel des méthodes de pré-réglage existantes, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation du réglage, ou très peu, hein, il y en a un peu, hein, je sais très bien. Il n'y a pas suffisamment de personnalisation du réglage en fonction des attentes, des exigences éventuelles du patient et de son mode de vie en réalité. Hein. On peut être content de ça, nous, audioprothésistes, hein, parce que si une méthode de pré-réglage ne nous propose pas une personnalisation très poussée, et quelque part elle fait une préconisation assez universelle en fonction de l'audiométrie, ça sous-entend que c'est à l'audiologiste, je parle au niveau international, donc à l'audioprothésiste en France, de faire ce travail-là. Hein. Et tant mieux si on a encore du travail à faire. Hein. Il faut qu'on lutte pour... demain matin, je fais une conférence sur les dangers de l'intelligence artificielle en audioprothèse. Ça m'a amené à mettre le nez un petit peu dedans. Croyez-moi, on a intérêt à garder notre valeur ajoutée et la personnalisation des réglages en fonction de la typologie de patient en termes d'attente et en termes d'exigence. C'est une des valeurs ajoutées sur laquelle on doit se battre, nous, audioprothésistes. NALNL3 va un petit peu empiéter sur notre domaine de compétences sur ces choses-là. Vous allez voir ce que je vais vous expliquer après. Alors, il y a deux étages dans le NALNL3. Il y a l'étage de ce qu'ils appellent la NALNL3 prescription, qui est en réalité une version moderne, on va voir un petit peu ce dont il s'agit, hein, de la NALNL2. Donc là, ne vous attendez pas, quand vous allez lancer votre module NALNL3 sur quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, vous n'allez pas forcément visuellement trouver énormément de changements par rapport à la NALNL2. Hein. Et ça, c'est complètement assumé de la part du NAL. Ils n'ont pas souhaité, contrairement à lorsqu'ils sont passés de NALNL1 à NALNL2, ils n'ont pas souhaité complètement remettre en question leur algorithme. Et donc finalement, les fondamentaux de la méthode de pré-réglage, qui donc est cette notion de NALNL3 prescription, c'est une version moderne et un peu amendée du NALNL2. Optimisée pour la perception dans le calme, comme le NALNL2. Hein, il n'y avait pas d'optimisation pour la perception dans le bruit. Il y a des modifications dans l'amplification des hautes fréquences, hein, qui étaient jugées par beaucoup d'audioprothésistes comme étant excessive, cette amplification des hautes fréquences. Je n'ai pas dit pour tout le monde, hein, je n'ai pas dit que c'était mon avis, je dis qu'il y a beaucoup d'audioprothésistes manifestement qui avaient tendance à systématiquement baisser les hautes fréquences. Et ça, l'algorithme Big Data du NAL a détecté ce systématisme chez tous les audiologistes et donc l'a incorporé à la méthodologie NALNL3.
Ce qui veut dire que ceux qui avaient l'habitude de laisser les aigus, il faudra qu'ils les remettent. Il faudra qu'ils les augmentent. Et puis, il y a un certain nombre, ils ont mis en évidence, j'en ai mis que 2, mais il m'a décrit un certain nombre de modifications un petit peu plus subtiles que ça. Je suis resté dans des généralités. Vous pourrez me questionner tout à l'heure sur les détails. Hein. Je ne suis pas forcément au courant de 100% des choses, mais je pourrais vous donner d'autres exemples. Les 2 principaux exemples sur lesquels il y a un vrai changement entre le NAL-NL2 et le NAL-NL3, c'est pour toutes les surdités mixtes, et encore plus évidemment pour les surdités de transmission pure. On sait que le NAL, comme beaucoup d'autres méthodes, prennent très peu compte d'urine. Et lorsqu'on a une perte auditive dans les graves et que cette perte auditive elle est liée à une perte transmissionnelle, si on met trop de gain dans les graves, on a un patient qui va nous décrire un son qui va résonner un petit peu. Et donc, on a tous l'habitude de baisser les graves dans ces cas-là. Ils ont intégré cette chose-là dans l'algorithme, qui va donc aller non seulement lire le diagramme tonal aérien, mais également le diagramme tonal osseux. C'était déjà le cas dans le NAL-NL2, mais de manière beaucoup plus nuancée. Et enfin, les pertes inversées. Enfin, deuxième exemple, le deuxième exemple majeur, c'est une modification de l'algorithme dans les pentes inversées. Je vous ai juste mis sur les diapos suivantes 2 exemples correspondant à ces 2 cas de figure-là. La vraie nouveauté dans le NAL-NL3, c'est le côté modulaire. C'est-à-dire qu'ils ont souhaité, c'est un peu ce que je vous disais en introduction, ils ont souhaité donner la possibilité aux fabricants d'audioprothèses et aux audiologistes, aux audioprothésistes, de rajouter une surcouche à l'algorithme de base de pré-réglage. Donc on a cet algorithme NAL-NL3 prescription qui ne tient compte de rien si ce n'est de la perte auditive tonale. Et c'est là qu'on va à nouveau pouvoir critiquer, nous, Français, mais c'est vrai à l'international. Ils n'ont toujours pas intégré l'UCL dans la méthode de pré-réglage. Moi qui suis un aficionados du supraliminaire, ça me choque énormément, comme la plupart d'entre vous probablement. Ceux qui ont eu la chance d'entendre Christian Renard ce matin, voilà, on nous fait la démonstration que le supraliminaire est une donnée très importante à intégrer dans un réglage. Et bien toujours pas, selon le NAL, c'est toujours pas d'actualité d'intégrer le supraliminaire dans les pré-réglages. On en pense ce qu'on en veut. C'est modulaire. On a cette base liminaire. Et l'audioprothésiste va pouvoir décider, en fonction de la typologie de patient, en fonction de son anamnèse. Alors, la version de l'anamnèse telle que le NAL nous la propose, c'est le COSI. Vous connaissez le questionnaire COSI. C'est aussi une création du NAL, le COSI. Et ça consiste à aller explorer les besoins subjectifs, les besoins personnels d'un patient, les mettre en évidence de telle sorte à ce qu'en fin d'appareillage, pouvoir de nouveau le questionner, non pas sur une amélioration globale et universelle de son audition, mais d'être capable de le re-questionner précisément sur les bénéfices qu'il ressent dans les situations sonores qu'il avait considérées dès le premier rendez-vous comme étant prioritaires pour lui. Je ne vais pas vous refaire un cours sur le COSI, mais voilà. Et l'esprit de la méthodologie NAL-NL3, ça va être de permettre à l'audio de modifier la méthode de pré-réglage en fonction de ces éléments-là. Donc, quelque part, ce que l'algorithme NAL-NL3 fait, c'est ce que si vous utilisiez le NAL-NL2, c'est ce que vous faisiez, de dire, ce patient-là, je vais lui faire du NAL-NL2 comme réglage de base. Par contre, étant donné qu'il a une attente plus importante, par exemple, pour la perception de la télévision, je vais enlever un peu d'aigu, je vais mettre un peu de médium pour qu'il ait un volume sonore de parole un petit peu plus important. À l'inverse, il vous dit, je prends volontairement un exemple caricatural, mais à l'inverse, il vous dit qu'il est passionné par le chant des oiseaux, vous mettez un NAL-NL2, mais vous savez que vous avez intérêt d'aller gagner de la bande passante, ou si c'est un acouphène, c'est pareil, vous avez intérêt à aller gagner de la bande passante, à privilégier certaines fréquences par rapport à d'autres. Ce travail-là qu'on faisait, nous,
pareil pour la perception dans le bruit. Ce travail-là qu'on faisait nous, le NAL-NL3 prétend le faire lui-même. Hein, on a le droit d'être d'accord ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez utiliser le NAL-NL3 prescription et ensuite faire votre tambouille comme vous avez l'habitude. C'est pas péjoratif dans ma bouche le mot tambouille, parce que quelque part, c'est ça la valeur ajoutée de notre métier. Et donc ces modules, qui sont pour l'instant au nombre de 2 seulement, il n'y a que 2 modules qui vont être actifs dès la sortie du NAL-NL3, ce sont des modules qui vont venir amender le pré-réglage. Il y a 2 modules qui vont être disponibles, le module audiogramme normal ou surdité minimale. C'est des choses qu'on a en tête depuis longtemps, qu'on voit beaucoup dans la littérature et qui interroge beaucoup d'entre nous. C'est est-ce que, grâce aux technologies les plus récentes, est-ce que finalement un malentendant, un normo-entendant à qui on mettrait des embouts sur mesure, donc chez qui on atténuerait l'audition, pour ensuite la compenser par de l'amplification avec de la directionnalité, avec des réducteurs de bruit, est-ce que finalement ce normo-entendant, il n'entendrait pas mieux avec notre dispositif que sans appareil? C'est la question que les gens du NAL se sont posées. Alors, surtout pour les surdités cachées, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés de perception de la parole dans le bruit sur audiogramme normal, mais on pourrait étendre ça aux normo-entendants, tout simplement. Et ils ont créé un module spécifique du NAL-NL3 qui va nous proposer, on en fera ce qu'on en voudra, qui va nous proposer des modes de correction auditive chez ces patients-là qui ont un déficit dans le bruit en particulier, sur une surdité minimale ou sur un audiogramme normal, avec des préconisations d'obstruction de conduit également, parce que si vous faites ça sur un embout ouvert, vous n'allez pas aller bien loin. Ça, c'est le premier module. On en parlera un tout petit peu après. Le deuxième module, c'est la perception dans les environnements bruyants. On en parlera également un petit peu après. Il y a 2 modules dont ils m'ont parlé rapidement, les 2 nouveaux modules qui devraient arriver en 2026, qui concernent la perception de la musique et les surdités dans les très hautes fréquences. Donc, ce qu'ils entendent par surdité dans les très hautes fréquences, c'est à partir du 6000, lorsque l'audiogramme est conservé jusqu'à 4000, ce ne sera pas forcément le même algorithme que pour les surdités, les audiogrammes normales ou les surdités minimales. Donc vous, votre rôle, en fait, quand vous allez choisir le NAL-NL3, quand vous ferez un appareillage, que ce soit sur votre module in vivo ou sur le logiciel fabricant, ça va être de choisir le NAL-NL3 et, si vous le souhaitez, d'activer un module spécifique. Il y a fort à parier que les fabricants, lorsque vous allez sélectionner, j'ai eu confirmation par un fabricant pour l'instant, celui avec qui j'ai des relations au sens scientifique du terme, il y a fort à parier pour que lorsque vous allez activer le NAL-NL3 chez un fabricant, eh bien, le module perception dans le bruit sera activé automatiquement dans le réglage, dans la configuration adaptative environnement bruyant, et que le module musique, le futur module musique, sera activé dans le réglage musique. Ça paraît assez évident. La crainte dans tout ça, c'est que ça soit tellement transparent pour l'audioprothésiste que ça encourage l'audioprothésiste à ne pas faire l'effort d'aller se soucier de ce type de choses par lui-même. Alors, juste pour les surdités mixtes, les pertes mixtes, vous voyez, c'est le constat qu'ils avaient fait, c'est que le NAL-NL2, proposant un gain important dans les graves, lorsqu'il y avait une atteinte transmissionnelle dans les graves, les audiologistes avaient tendance à systématiquement baisser les graves. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Voilà, je dis juste que ce qu'on m'a transmis comme information, vous voyez ce graphique-là, on me l'a transmis. Dans le NAL-NL3, lorsqu'il y a une atteinte transmissionnelle, vous allez vous retrouver avec des prescriptions dans les graves beaucoup moins importantes. Vous allez avoir envie de dire, et c'est un peu ce que personnellement j'ai eu envie de leur dire, il n'y avait déjà pas beaucoup d'amplification des graves dans le NAL-NL2. C'est le moins qu'on puisse dire.
hein. Pour arriver à obtenir un peu de gain à 250 Hz dans le LNL2, il fallait quand même que la perte auditive, elle soit costaud, hein. Donc on se demande ce qu'ils enlèvent, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à enlever. Mais bon, voilà. Ils m'ont envoyé ce graphique-là, j'ai fait semblant de les croire. Deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est les pentes inversées, hein. Même chose, ils nous disent que le NALNL2, étant un algorithme qui est vraiment basé sur la perception de la parole dans le bruit d'une certaine mesure, parce que c'est une extension du NALNL2, hein, avait tendance, sur les pentes inversées, à surcorriger les médiums. Moi, personnellement, j'ai jamais trop remarqué ça, je vais être honnête avec vous, hein. Suramplifier les médiums et sous-amplifier les aigus, hein. Donc, ils ont corrigé ça, donc, avec un pic un petit peu moins important dans les fréquences médiums et avec une amplification un petit peu plus importante des fréquences aiguës, hein. On est sur les pentes inversées. C'est assez logique, hein. Pourquoi est-ce que les audiologistes et les audioprothésistes ont tendance à devoir monter les aigus dans les hautes fréquences? Parce que tous les audioprothésistes ne font pas d'in vivo. Ce n'est pas un reproche, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein. Tous les audioprothésistes ne font pas d'in vivo. Donc sur une pente inversée où on n'est pas censé mettre de gain dans les aigus, ou très peu de gain dans les aigus, si on ne fait pas d'in vivo, on ne sait pas de combien est-ce qu'on doit compenser l'occlusion de l'embout dans les aigus, et on a tendance souvent à être en sous-correction dans les aigus à cause de ça. Ce phénomène-là, c'est peut-être pour ça que je ne l'avais jamais trop observé personnellement, que j'ai toujours travaillé en in vivo. Ce phénomène-là, quand on travaille en in vivo, on sait exactement de combien de décibels on doit compenser l'atténuation des aigus lorsqu'on veut un gain d'insertion zéro, hein. Donc on a moins besoin de faire ce type d'ajustement. Le module confort dans le bruit, ils ont fait des études. Alors ils ont pas fait. Ils nous disent qu'ils ont un algorithme qui a été calculé sur des millions d'audiogrammes. Là, ils nous montrent une étude avec 42 patients. Bon. Je trouve ça un petit peu juste, mais on va dire que c'est bien. Il me reste combien de temps? Il ne faut pas que je traîne trop. Le module confort dans le bruit, donc c'est ce module que vous allez activer en plus de l'algorithme de base. J'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils optimisent le confort dans le bruit sans compromis sur la perception. Ça, c'est un peu la punchline marketing. Mais derrière, il y a quelque chose d'intelligent. Ils nous disent que l'algorithme des NALNL2, hein, il avait été mouliné pour permettre la perception de la parole dans le calme, à une époque où les algorithmes de perception dans le bruit n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui dans les audioprothèses. Aujourd'hui, dans le NALNL3, avec cette option confort dans le bruit, ils ont relancé leur moulinette, mais en demandant à l'algorithme de tenir compte de la présence de bruit. Et ils se sont rendus compte, c'est pour ça qu'ils parlent de confort dans le bruit, hein, ils se sont rendus compte que lorsqu'il y a du bruit, l'optimisation de la perception de la parole donnait des cibles qui étaient assez différentes de la configuration de base et qui, paradoxalement, donnaient moins de gains. Donc il y a moins de gains, en particulier dans les basses intensités, et c'est fort logique finalement. Donc lorsque vous activerez le module confort dans le bruit, vous allez vous retrouver avec des configurations de réglage qui vont un petit peu vous surprendre, parce qu'il y a une baisse assez importante des gains de basse intensité, hein. C'est plutôt logique, et ils le disent, hein, on ne cherche pas à amplifier les phonèmes qui sont noyés dans le bruit. Les phonèmes qui sont noyés dans le bruit, c'est peine perdue de souhaiter les faire entendre par le patient. Et si c'est peine perdue de les faire entendre par le patient, c'est pas la peine de les amplifier, ces phonèmes-là. Et c'est pour ça que les basses intensités ont été jugées par leur algorithme, comme étant inutiles dans la perception dans le bruit. À nous, après, de juger si ça nous paraît cohérent ou pas, hein. Moi, je vous livre l'information telle qu'elle. En tout cas, dans leur étude, vous voyez qu'ils ont, en termes de score vocal,
Avec NALNL3 simple, donc NALNL2, ça sera à peu près pareil. On est à 75% d'intelligibilité. Avec le mode confort dans le bruit, on est à 73%, donc c'est comparable. Et pourtant, la notion de confort général, donc le naturel sonore, le confort, le côté plaisant, la qualité sonore, et globalement la préférence, penche largement en faveur de l'algorithme avec le module confort dans le bruit. Donc ce qu'ils nous disent, et ils ont raison, finalement, c'est leur punchline, mais ils ont raison, selon leurs données, à nous de le confirmer, on optimise le confort, ça c'est le graphique de droite, sans compromis sur la perception, c'est le graphique de gauche. Donc c'est un peu présenté un peu comme la solution à tout, mais en tout cas c'est plutôt encourageant, et on peut se dire que si ça marche, en tout cas, ça va sûrement nous donner un certain nombre d'éléments de réflexion et d'orientation prothétique qui seront peut-être pertinentes. Le module surdité minimale. Ma fille qui m'envoie une photo de moi-même en train de parler. Quelqu'un d'entre vous a fait une photo de moi et envoyé à ma fille. Je ne sais pas qui. Si c'est un garçon, j'aimerais bien le rencontrer. Module surdité minimale. Donc c'est audiogramme tonal ou personne à qui le médecin ORL, avant de lui prescrire un appareil auditif en France, il est censé avoir mesuré la perception de la parole dans le bruit, parce que selon l'arrêté de 2018, la perte est inférieure à 30 décibels. Eh bien, là, le module surdité minimale du NALNL3 nous sauve. Il va nous dire comment faire pour traiter ces patients-là. J'espère que vous ne sentez pas trop d'ironie dans mes propos. Semi-occlusion. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez avoir une chance que votre appareil agisse sur ce patient-là, il faut un appareil auditif, un réducteur de bruit ne peut agir que s'il y a du gain. S'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain à réduire dans les canaux bruités, donc il n'y a pas de réducteur de bruit. Donc pour qu'il y ait réduction de bruit ou pour qu'il y ait microphone directionnel, il faut qu'il y ait du gain. Si on veut mettre du gain si on veut que l'appareil auditif délivre du gain chez un normo-entendant qui n'en a pas besoin, il faut d'abord qu'on atténue pour pouvoir compenser cette atténuation par du gain qui passe par l'appareil. Donc imaginons, je mets des fonds de conque silicone à un normo-entendant, je vais lui couper 40 décibels de sa perception, et je caricature évidemment, je vais mettre 40 décibels de gain à l'appareil pour compenser cette atténuation. Et là, mes réducteurs de bruit, mon micro-directionnel vont pouvoir agir à plein régime. Ça posera des problèmes par ailleurs, évidemment, je caricature volontairement. Et donc, ils ont fait un petit peu la même étude sur 43 adultes, vous voyez, c'est écrit en haut là. Ils ont étudié la clarté, ils ont étudié les efforts d'écoute, et ils se sont aperçus, ça va dans leur sens, mais quelque part c'est logique, parce que leur méthodologie elle-même est basée sur ces études-là. Ils ont vu que, grâce à ce système-là, lorsqu'on met du NALNL3 à une surdité minimale, vu que c'est quasiment du placebo, NALNL3, on augmente de quelques décibels, moi j'appelle ça une crotte de gain à haute fréquence. On a seulement moins de 20% des participants qui préfèrent le NALNL3 et 2/3 des participants qui préfèrent le NALNL3 avec l'option surdité minimale. Donc, on parle un peu au futur, je ne vais pas vous affirmer quoi que ce soit aujourd'hui, vous avez compris, aucun d'entre nous ici, ou alors vous avez plus de chance que moi, n'a eu l'occasion de travailler déjà avec cette méthodologie-là. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, je n'ai pas eu l'occasion non plus. Donc tout ce que je vous dis là demandera à être exploré, demandera à être confirmé, mais en tout cas, on a des éléments, factuels qui peuvent nous permettre de rêver à une méthodologie qui nous aide. La technologie est une aide. Quelque part, ce que je vous montre là, c'est aussi de la technologie. Il y a un algorithme qui est... ils appellent ça de l'intelligence artificielle, ce qui est un terme un peu générique maintenant, mais on a un algorithme qui va nous aider à prendre les bonnes décisions.
chaque fois qu'une technologie nous aide à prendre une bonne décision, et quelque part nous assiste, entre guillemets, hein, on doit toujours se poser la question de la préservation de notre valeur ajoutée en tant que professionnel de l'audition. Ça, on en reparlera demain matin pour ceux qui ont le courage de venir demain matin. Je crois que j'ai terminé. Et il reste quelques minutes si vous voulez, mais sinon on gagne un peu de temps. Essentiellement, les questions que nous avons reçues sont de très pratico-pratiques. Les questions, c'est à partir de quand on le retrouvera dans les appareils auditifs et éventuellement dans les systèmes d'in vivo. Alors là, à ma connaissance, et ça date de cette semaine, il y a un fabricant de chaîne de mesure in vivo qui est déjà sur le point de sortir la mise à jour de son système. C'est Mederix. Hein. Les autres, c'est dans le pipe, hein, comme on dit. Donc, à mon avis, au plus tard, début 2026, on aura ça. En ce qui concerne les fabricants d'audioprothèses, dès l'instant où, ce qui n'est pas le cas pour l'in vivo, dès l'instant où ça rentre un peu en concurrence par rapport à leurs propres algorithmes de pré-réglage, on peut imaginer que certains d'entre eux vont temporiser un petit peu. Mais normalement, là, décembre ou janvier, février au plus tard, on aura déjà le NAL-NL3 dans certains de nos logiciels. Très bien, merci beaucoup. Alors juste pour finir, moi je suis quand même assez interloqué par finalement la dichotomie qu'il existe entre le nombre de patients avérés pour le mettre au point et finalement cette étude sur n égale 43 ou 42 avec finalement des histogrammes sans écart type, sans statistiques significatifs. On a l'impression qu'il y a un hyper-professionnalisme incontesté et puis l'amateurisme absolu derrière. En tout cas, les graphiques qui m'ont envoyé, effectivement, il manque énormément de données statistiques.